Alors, je ne sais pas si beaucoup ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents, si ils ont pu vous raconter comment c'était. Je sais que ceux qui viennent d'un peu plus loin, pour avoir eu aussi beaucoup de gens émigrés, comme on disait à l'époque, mais nous, ils ne venaient pas de l'autre côté de la Méditerranée, ils venaient de l'Est, c'est-à-dire les Allemands et les Autrichiens. Pourquoi? Parce que quand Hitler est monté au pouvoir en 1933, sa bête noire, ça a été la communauté juive, c'était eux qui avaient tout fait, c'était leur faute à eux. Donc on a déjà commencé par leur confisquer tous leurs biens, les arrêter et tout. Et ceux qui avaient de la famille en France et qui avaient pu garder un passeport ou sauver un visa sont arrivés avec rien du tout. À l'époque, on pouvait encore se loger très mal logés, mais tout le monde, tous les enfants qui sont arrivés ou qui sont nés ont pu être scolarisés sans aucune difficulté entre les Allemands et les Autrichiens. Et on a eu aussi beaucoup de Polonais, de Juifs polonais, pas pour les mêmes raisons que les Allemands et les Autrichiens. Les Polonais avaient des hordes d'Ukrainiens qui rentraient dans les shtetl. Alors, je vais vous donner les mots, vous chercherez, vous les marquerez, vous les chercherez dans dictionnaire ou sur Wikipédia. Les shtetl sont les petits villages polonais où les communautés juives étaient un petit peu, pas en groupe, mais il y avait des familles juives. Ils rentraient avec leurs chevaux, il n'y avait pas de voiture, hein, c'était pas motorisé, massacraient les populations et s'en retournaient. Donc on a eu, dans certains quartiers de Paris, le Marais, le 10e arrondissement, le 11e arrondissement, moins dans le 19e, et puis les quartiers un peu plus riches, encore moins. Donc on avait une population d'émigrés juifs dans certains arrondissements, mais tout le monde respectait dans les immeubles son voisin, tout le monde partageait un petit peu tout, les enfants étaient scolarisés, et beaucoup d'hommes travaillaient, étaient des petits artisans. Donc certains travaillaient dans des ateliers, d'autres travaillaient dans leur propre maison, ils faisaient de la petite maroquinerie. Donc tout le monde vivait en bon ordre. Si bien que quand on a eu la déclaration, les bruits de guerre, alors ça c'est votre cours d'histoire, je ne vais pas revenir sur cette partie, mais quand en 1939 il y a eu des bruits de guerre, à Paris, la Caisse des écoles a voulu éviter qu'il y ait des morts parmi les enfants, parmi les jeunes, parce qu'ils avaient peur que les Allemands mettent la grosse Bertha tout autour de la capitale. Alors la grosse Bertha, ça ne va pas encore vous dire quelque chose. C'était les canons de la guerre de 14-18 qui étaient tout près de Paris et qui bombardaient Paris, et il y a eu beaucoup de morts uniquement par ça. C'était même pas la guerre, c'est l'occupation, l'avancée des Allemands sur Paris, non pas, ils ne sont pas arrivés dans Paris, mais et pour éviter qu'il y ait des morts parmi, si jamais les Allemands, l'ennemi approchait, donc la ville de Paris a descendu dans le sud de la France, avec le consentement des parents, de beaucoup d'enfants qui sont descendus dans le sud de la France. Et mon papa travaillait au Grand Moulin de Pantin, alors c'est peut-être pas votre ligne à vous de train, mais c'est sur Éole, c'est la première station, non c'est la deuxième maintenant, oui. Puisqu'on a une nouvelle station qui n'existait pas, Pantin, c'était Paris-Pantin-Noisy, maintenant c'est, comment elle s'appelle, Rosa Parks, oui. Rosa Parks, Pantin et Noisy. Et papa a travaillé à Pantin, et à ces fameux bruits de guerre et d'exode, nous avons participé à l'exode. Alors je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait l'exode, encore parmi beaucoup de camarades qui n'ont jamais fait l'exode. Et nous on s'est retrouvés sur la route au moment de la déclaration de guerre, puisque les Allemands sont rentrés en Pologne le 1er septembre 1939. Et la France, si ma mémoire est bonne, on a déclaré la guerre le 3 avec les Anglais aux Allemands. Donc on s'est retrouvés donc sur les routes, sous le mitraillage des Italiens. Alors je pense que vous savez que l'Italie était travaillait avec les Allemands, et tout le long de la route, dès qu'il n'y avait pas de voiture, comme vous pouvez imaginer les bouchons, il n'y avait que des voitures militaires, des camions de ravitaillement, quelques rares voitures individuelles, mais il y avait surtout beaucoup de, comment dirais-je, des charrettes avec le cheval ou le bourricot qui était harnaché et que le chef de famille tirait, fuyait le nord de la France, puisque les Allemands, au lieu de rentrer par la France, par la fameuse ligne Maginot,
Hein, ils l'ont contourné, ils sont passés par le Luxembourg, la Belgique, et par le nord de la France, ils sont descendus vers le sud. Et tous ces militaires qui avaient peur d'être faits prisonniers par les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois avaient perdu leurs unités, les Français avaient perdu leurs unités, c'était une pagaille comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et tout le long de la route, il y avait des vagues entières d'avions qui mitraillaient toute la population. Or, on ne pouvait pas s'arrêter, les blessés et les morts sont restés sur place, il fallait contourner, avancer, avancer. Et nous, on a avancé jusqu'à Orléans. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la région. Alors, je m'adressais plus aux profs. À Orléans, où on devait reprendre de l'essence, puisqu'on n'avait plus d'essence à force des arrêts qu'on a subis. Et quand on a voulu reprendre, quand le chauffeur a voulu prendre de l'essence, eh bien la gare Orléans sortait de bombardement et la gare était en feu. On s'est donc arrêté. Impossible de continuer, il n'y avait pas d'essence. Donc, on a eu 2 alertes horribles. La première, on a eu le temps de se mettre à l'abri. La deuxième alerte à peine terminée, une nouvelle alerte. On était donc dans le caniveau. On n'a pas pu aller plus loin. Et à la fin de cette deuxième alerte qu'on avait subie, avec des bombes qui tombaient tout autour de nous, eh bien, papa a levé la tête, il a regardé, il a dit comment on peut s'en sortir. Et on a eu la chance de pouvoir traverser. Alors, le pont Royal, je ne sais pas si vous avez traversé Orléans, la Nationale 10, on a traversé le pont, et une raison toute particulière, c'est que l'armée française qui était sur la Loire faisait sauter tous les ponts pour retarder l'arrivée des Allemands. Donc nous, on a eu la chance de traverser sur l'autre voie, et on a pris nos jambes à notre cou, on a fait des kilomètres et des kilomètres. On devait rejoindre Saumur d'abord et Bordeaux, c'était les ordres qu'on avait, on n'a jamais pu aller plus loin. On s'est arrêté donc après avoir fait plus de 200 km à pied, puisqu'on était à Maunes. Alors vous ne savez pas non plus où ça se situe. Et il y a l'autre petite ville très importante qui est Candé. Et je dis exprès Candé, parce que le frère du roi d'Angleterre avec la Simpson s'y est marié. Donc on sait qu'à Candé, l'ex-roi d'Angleterre avec son américaine s'est marié à Candé, on en est exactement tout près. Et quand nous, on s'est arrêté à Maunes, ma grand-mère avait fait un malaise puisqu'elle était épuisée, et nous, on s'est arrêté. Maman et ma grand-mère ont été hébergées par une famille française sur le bord de la route. Nous, on a fait quelques dizaines de mètres et on est arrivé au château des Tormeaux. Alors, effectivement, le château, c'est une superbe propriété. Ce n'est pas dans la propriété que nous avons été accueillis. On a été accueillis dans les écuries du château, où il y avait d'autres gens qui cherchaient à fuir Paris. Et on y est resté, mes 2 frères, papa et moi. Et maman nous apportait tous les jours, les trois jours où nous sommes restés, un morceau de pain et un bout de fromage si elle trouvait. On n'était pas que nous tout seuls sur les routes, il n'y avait pas grand ravitaillement. Et puis un jour, monsieur le maire est venu et a donné un trousseau de clés à mes parents en disant « Les personnes qui occupaient la maison sont du ministère de la guerre, maintenant on dit ministère de la Défense, mais à l'époque c'était le ministère de la guerre, ils sont partis sur Bordeaux, la maison est vide, plutôt que de dormir sur la paille, venez l'occuper. » Donc on est resté plusieurs jours au château en attendant que les événements se passent. Et un matin, papa est allé chercher le journal sur la petite place du village, il a vu arriver un sidecar avec 3 Allemands. Ils se sont arrêtés, ils n'ont adressé la parole à personne, ils ont ouvert, ils sont sortis des cartes d'état-major, ils ont regardé à droite, ils ont tourné à gauche, et puis ils ont replié, ils sont partis. Et après déjeuner, eh bien, on a vu arriver toutes les troupes allemandes. La France, ils étaient déjà presque sur Saumur, hein. Ils avaient déjà dépassé Tours, et ils allaient, là, parce que mon plus jeune frère leur a dit « Vous allez où ?» Et un des Allemands a répondu, à l'époque on disait un des Boches, un des Allemands a répondu « Nach Portox ». Autrement dit, ils allaient eux aussi à Bordeaux. Donc, on a fait occuper toute la France. Au bout de quelques jours, le maire du village est revenu prévenir mes parents en disant très gentiment « Le boucher va au ravitaillement à Tours, il a 3 places dans sa camionnette, si vous voulez vous rapprocher de Paris, eh bien il viendra vous prendre après déjeuner. » Donc mon frère aîné, papa et moi, on est partis tout de suite, il y avait plus de 30 km à faire. Maman et ma grand-mère et mon plus jeune frère sont partis après déjeuner dans la camionnette. Et quand on s'est retrouvés le soir, pas la nuit, mais en fin d'après-midi, ma grand-mère était assise sur la valise au vieux pont
au vieux pont de pierre à Tours. Maman était debout et était en train de gronder mon frère qui sautait à pieds joints dans l'eau, dans le caniveau. Plus on lui défendait, plus il sautait. Donc on s'est retrouvés, toute la famille reconstituée, et pendant des jours encore, on avançait par petites étapes. On dormait le soir dans le préau des écoles, sur les bancs ou sur de la paille, selon. Et un matin, on nous a dit que si on arrive à telle gare, il y aurait sûrement un train qui nous ramènerait à la gare de Sterlitz. Donc on a écouté et on est parti, mais le train qui rentrait en gare, à votre avis, comment était-il? Rempli d'amour. C'était des wagons à bestiaux déjà. Hein, on n'a pas eu de train en 3e classe ou des vieux trains comme il y avait la création de la SNCF. Donc il y avait déjà du monde, hein, des gens du sud de la France étaient déjà là. Ben, nous aussi on est montés, puis quand on est arrivé à la gare d'Austerlitz, on a repris le métro, comme tout le monde, et on est rentré à Noisy-le-Sec. Donc c'était le milieu de semaine. Lundi matin, papa est allé retourner à Pantin travailler. Et puis nous, on a attendu que la rentrée scolaire, c'était au mois d'octobre, les premiers jours du mois d'octobre, ouvrent les portes. Et nous, voilà,